Sommet Russie-Afrique, le président Macky Sall plaide pour une coopération d'égale dignité. En plénière, le chef de l'État a également réaffirmé sa position pour une restauration du libre commerce des céréales. Vous l'entendrez dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale en visite d'amitié et de travail au Cap-Vert. C'est sur invitation de son homologue capverdien, une mission de 3 jours pour raffermir les liens entre les deux institutions. Des migrants sénégalais encore bloqués au Maroc dans des centres d'accueil. Leur rapatriement est prévu ce week-end. La ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur s'est rendue sur place pour préparer le retour. Le premier groupe est déjà arrivé à Dakar. Jeux de la francophonie, bonne entrée en matière du Sénégal. Les Lions U25 du basket se sont imposés devant le Bénin 92-29, soit plus de 60 points d'écart. Les temps forts à suivre dans ce journal avec nos envoyés spéciaux. Bienvenue à tous. La coopération russo-africaine est une coopération d'égale dignité. Propos du chef de l'État ce matin à la plénière au sommet Russie-Afrique, rencontre au cours de laquelle le président Macky Sall a également réaffirmé sa position pour une restauration du libre commerce des céréales. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux est la Jimaliknion et Oumarnik. Paix, sécurité et développement au menu de la plénière. L'Afrique et la Russie sont dans une dynamique de partenariat franc, ouvert et constructif. Le président Macky Sall s'en réjouit. Le potentiel de notre partenariat est énorme. L'Afrique, on le sait, c'est 30 millions de kilomètres carrés, plus d'1,3 milliard d'habitants. La Russie, c'est plus de 17 millions de kilomètres carrés et plus de 144 millions d'habitants. Ensemble, notre continent et votre pays constituent un géant démographique et disposent de l'essentiel des ressources naturelles de la planète. Nous avons donc de quoi coopérer dans quasiment tous les domaines. Agriculture, agroalimentaire, industrie, hydrocarbures, mines, transport, industrie, technologie de l'information, la communication, sécurité, pour ne citer que cela. Les leviers d'une coopération gagnant-gagnant sont donc nécessaires. Mais pour le président Macky Sall, il y a une vérité à rétablir dans cette coopération. Monsieur le Président, il nous faut bâtir des mécanismes adéquats et pragmatiques. Des mécanismes donc d'investissement, de financement et de partenariat. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide, parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi, c'est de travailler pour le développement de notre continent. Les domaines de coopération sont nombreux, mais une mobilisation est requise, surtout pour des mécanismes adéquats et pragmatiques. Et notre souci principal reste la paix sur le continent. Notre souci, c'est la sécurité à l'échelle du continent et du monde. Nous souhaitons, Monsieur le Président, la désescalade pour aider à l'accalmie et à la restauration du libre commerce des céréales et des fertilisants. Ça, c'est mon discours depuis le premier jour du conflit russo-ukrainien. Puisque l'Afrique, au-delà du blé, produit des céréales. Nous produisons du mil, du maïs, du sorgho. Nous produisons toutes sortes de céréales. Mais sans fertilisants, comment allons-nous faire? Donc, toutes les contraintes
contre le commerce des céréales et des fertilisants doivent être levées. Mais ce soir, nous verrons le président et je pense que nous aurons l'occasion, sur l'initiative de la paix africaine, d'avancer sur ces sujets. Je ne peux terminer, Monsieur le Président, sans vous féliciter et vous remercier pour le soutien diligent que vous avez apporté à la demande d'adhésion de l'Afrique comme membre de plein droit du G20. Cela participe de notre revendication pour une gouvernance politique et économique mondiale plus juste et plus inclusive, y compris par la réforme du Conseil de sécurité, afin que l'Afrique y trouve enfin une place plus conforme aux réalités de notre temps. Les origines de la coopération russo-africaine remontent aux années de lutte pour la décolonisation. C'est dans ce cadre que le président Vladimir Poutine a rendu hommage aux pères fondateurs comme Léopold Sédar Senghor. C'est dire que les conditions sont réunies pour une coopération dynamique entre l'Afrique et la Russie. Notez également que le président Macky Sall vient de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet Russie-Afrique. L'entretien a porté sur les relations d'amitié et de coopération que les deux chefs d'État entendent renforcer. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien après ce journal. Visite du président de l'Assemblée nationale au Cap-Vert à l'invitation de son homologue capverdien, une mission de 3 jours qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens amicaux entre les deux institutions. Envoyés spéciaux à Praia, Alioune Ndiaye et Fatimata Banelba. Dès son atterrissage en terre capverdienne, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise et sa délégation ont été reçus au salon d'honneur par son homologue capverdien, Dr Ostelino Tavares Correa. Un tête-à-tête symbolique avant la visite de Amadou Mame Diop le lendemain matin à l'Assemblée nationale du Cap-Vert. Cette visite officielle entre dans le cadre de la coopération entre les deux États voisins. Un protocole d'accord a été signé entre les deux parties, traduisant ainsi les liens forts d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples. Notre relation parlementaire manquait de chaleur humaine. C'est pourquoi j'ai initié cette invitation pour renforcer nos liens. Le Cap-Vert et le Sénégal sont fortement liés par l'histoire. Le respect de l'état de droit, nos différents États ont renforcé la coopération. La forte présence de la communauté capverdienne au Sénégal montre également que nos relations parlementaires doivent être plus accentuées. Le développement de la sous-région passe également par l'amélioration du niveau de vie de nos pays, l'augmentation de la confiance entre organisations. Cet accord définit beaucoup d'engagement entre nos deux parlements avec un suivi très régulier et je pense qu'à partir de ce moment, des perspectives se dessinent en termes de coopération beaucoup plus dense, mais aussi d'amitié entre nos deux peuples, de convergence de vues entre nos deux parlements à l'échelle sous-régionale. Et je pense que c'est très important au niveau de la CEDEAO que nos parlements au sein de la CEDEAO développent une coopération très engagée pour les populations que nous représentons. Le Cap-Vert et le Sénégal, deux pays unis par le destin. Ils ont beaucoup de choses en similitude, notamment la chaleur humaine, l'hospitalité et la générosité de leur peuple. La signature de ce protocole d'accord parlementaire va davantage consolider les acquis et préserver les relations politiques, économiques et sociales. D'ailleurs, un groupe de travail et de réflexion a été mis en place afin de prendre en compte l'émergence des deux institutions. Nous devrions, tout en préservant les importants acquis, ouvrir de nouvelles perspectives pour la redynamisation des relations entre nos deux institutions. Et dans cette perspective, le relèvement et la permanence du niveau des échanges et de partenariat entre les deux parlements s'avèrent à nos yeux nécessaires. Cela devrait, Monsieur le Président, sans nul doute hisser notre coopération parlementaire au diapason des relations exemplaires qu'entretiennent nos deux pays, nos peuples, au plan politique, économique, commercial, social, culturel et sportif. L'hospitalité qui caractérise ces deux peuples frères a été matérialisée par la remise de cadeaux symboliques. Chaque délégation a offert des présents représentant sa culture et son identité. La délégation parlementaire sénégalaise n'a pas manqué de faire une visite de courtoisie au Premier ministre capverdien,
Dr José Ulysse Correa Silva. Par la suite, Amadou Mame Diop a été reçu au palais présidentiel par son Excellence Dr José Maria Pereira Neves, président de la République. Un tête-à-tête entre les deux hommes suivi d'une déclaration sur les relations séculaires entre le Cap-Vert et le Sénégal, unis par le destin, mais également par l'histoire. Je vous l'annonçais également en début de journal, plusieurs migrants sénégalais se trouvent bloqués au Maroc dans plusieurs centres, dont celui d'Argoum. La ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur a rencontré les Sénégalais logés dans ce centre et qui doivent rentrer à partir de ce week-end. Abdouad et Moussaba. À 80 km de Dakhla, sur cette route du sud qui mène à Nouakchott, se trouve Argoum, séparé de la ville par la baie de Dakhla. Ici se trouve l'un des quelques centres d'accueil de migrants de la province. Actuellement, il y a 112 Sénégalais qui sont à l'intérieur et la ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur est venue les rencontrer et organiser les conditions de leur rapatriement le plus rapidement possible. Le centre est en réalité une école réaménagée pour accueillir exclusivement ces migrants sénégalais. Ces derniers sont arrivés dans 2 embarcations arraisonnées par la marine marocaine. Depuis plus d'1 mois, ils sont bloqués au Maroc, logés dans ces bâtiments et intégralement pris en charge par les autorités marocaines. On a vu pire, dans d'autres pays, on ne se pose pas de questions au sujet des migrants. On les jette directement en prison sans autre option. C'est grâce à la bonne santé de nos relations avec le Maroc qu'on a pu accueillir les Sénégalais dans tous les centres du pays. Les échanges avec la ministre ont duré des dizaines de minutes. Annette Seck Ndiaye et ses jeunes Sénégalais parlent le même langage et partagent le même objectif, un rapatriement dans les meilleurs délais. Je vous rassure tout de suite, les bus qui vont vous ramener avec l'aide du Maroc vous transporteront jusqu'à Saint-Louis. Arrivé à Saint-Louis, vous trouverez des agents de l'État chargés de vous donner le transport pour retrouver vos familles. On prend notre mal en patience, vous nous rassurez, nous avons vu ce que vous faites pour nous. On vous en remercie, même si c'est votre devoir. Ces ressortissants ont pris la mer 2 jours avant la Tabaski. Parmi eux, le lutteur Ronaldinho, qui a disputé son dernier combat le 11 février dernier à l'arène nationale. 14 combats, 10 victoires, 4 défaites. 14 combats, 10 victoires et 4 défaites. J'ai fait le drapeau du chef de l'État à Thiès. Je n'avais pas le choix. Ma situation était compliquée, même si ça ne doit pas me pousser à agir ainsi. Je suis soudeur. Regarde, j'ai réalisé ce travail moi-même. J'ai un métier, mais ça ne marche pas. Comme plusieurs de ses compagnons, il ne s'attendait pas à vivre une telle expérience. Une expérience dont il se souviendra toute sa vie. Et puis, votre magazine Kassabord de ce vendredi est consacré à ce sujet de l'émigration et du rapatriement des Sénégalais bloqués au Maroc. C'est à suivre après ce 20h. Dans le sud, des cérémonies d'initiation des femmes à Youtou, c'est dans le département d'Oussouye. Elles sont plus d'1 millier venues d'une quinzaine de villages sénégalais et bissau-guinéens. Cette cérémonie appelée Karahaï n'a pas eu lieu depuis 1992. Sur place, nous retrouvons Abdoulaye Sinkaré. Youtou, dans la commune de Santhiaba-Mandiack, dans l'arrondissement de Kabrousse. Une localité qui fait partie du groupe Eamat, composé de villages bissau-guinéens et sénégalais. C'est quelqu'un qui est venu du Bandial, le Mofovi, en chasse. C'était un chasseur. Il a traversé toutes ces rivières-là et il trouve ce site-là. Il trouvait que c'était un site très intéressant parce qu'il regorge beaucoup de potentialités. À la fois, vous avez les ressources halieutiques, les ressources naturelles. Et donc, il y a à la fois la brousse et la mangrove. À Youtou, l'on est très attaché à la terre.
Elle est indissociable de la famille. Ici, nous, la famille, on l'a définie comme Eliken. Eliken, c'est quoi? Ce sont ceux-là qui appartiennent à une même famille qui cultive le même pain de terre. Donc, comme je le dis souvent à mes étudiants, si vous prenez comme entrée les noms de famille, vous aurez tout faux. Il faut partir de la notion d'Eliken. Quand vous partez de la notion, et vous pouvez même aller au-delà, Houtila. Parce que justement, avec le développement, avec la démographie, vous allez voir des scissions à l'intérieur des familles. C'est ce village qui organise le Karahaï, une cérémonie d'initiation réservée aux femmes. Le Karahaï est né d'un mythe sur la fécondité qui explique l'origine du monde. Selon la tradition, Dieu a envoyé ensemble, pas comme dans les religions révélées où on nous dit que la femme est sortie de la côte de l'homme. Non, dans la culture, la religion Diola, Dieu les a envoyés en même temps sur terre. Il les envoie en même temps sur terre pour peupler cette terre-là. Quand on dit Karahaï, c'est justement c'est la forêt. La forêt qui abrite justement ce culte-là. Et le nom Karahaï, quand on dit Karahaï, c'est la forêt. Mais on l'associe à la cérémonie. Donc quand on dit Karahaï, ça renvoie à la fois au lieu, mais aussi à la cérémonie de fécondité. Nous, les anthropologues, c'est ce qu'on appelle la cérémonie de fécondité. Pourquoi la cérémonie de fécondité? Parce que c'est à partir de ce mythe-là que, justement, l'homme et la femme ont peuplé donc la terre. Pour faire partie des initiés, une seule condition pour ces femmes, avoir enfanté. Au bout de 8 jours, elles sortiront de la forêt sacrée, initiées et dépositaires de culte. Hulang, c'est l'initiation en Diola. Donc, on va les initier pour leur apprendre comment entretenir un foyer et comment garder un secret. Et donc, toute la vie sociale du village. Donc, on va leur apprendre cela. Et elles deviennent alors les gardiennes, justement, du village. Alors, pour mieux comprendre cela, il faut dire qu'il y a une division sexuelle des cultes. Il y a des cultes desservis par les hommes, des cultes desservis par des femmes et des cultes mixtes. Les cultes mixtes, vous avez à la fois les hommes et les femmes. Mais le Karahaï, c'est une institution exclusivement féminine. À cause du Karahaï, aucune manifestation ne sera organisée par les hommes. Toute l'année est dédiée aux femmes. En milieu Diola, justement, le pouvoir, si on doit parler en termes de gouvernance, le pouvoir, il est collégial. Collégial et alternatif. Quand les hommes organisent, on dit que c'est l'année des hommes. Hinkil, Olijikilom. Hinkil, c'est la cérémonie des hommes. Cette année, c'est la cérémonie des femmes. Et aucun homme n'oserait justement s'ingérer. Donc cette année, c'est l'année des femmes. C'est elles qui gouvernent entre guillemets. Parce que vous ne pouvez pas, les hommes ne peuvent pas organiser une cérémonie parallèle à cette cérémonie-là. À Youtou, la dernière édition du Karahaï remonte à 1992. Celle-ci regroupe 15 villages du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Retour à Dakar où les acteurs de la promotion de la microfinance sont en conclave. C'est à l'occasion de la 27e session du Comité national de coordination des activités de la microfinance, moment d'échange donc sur les défis et opportunités avancées dans ce secteur en plein essor et qui contribue au développement socio-économique du Sénégal. À compte rendu Lamine Fall et Moussa Mané. La microfinance, cette industrie vitale qui contribue au développement du Sénégal, passé à la loupe le temps d'une session avec les acteurs concernés. Aujourd'hui, plus de 4 millions de comptes restent actifs et la microfinance touche 22% de la population avec plus de 511 milliards d'épargne et plus de 600 milliards de crédits accordés. Des chiffres certes satisfaisants mais encore insuffisants.
Pour répondre aux exigences nouvelles, le Sénégal se veut inventif et imaginatif avec notamment l'appui des partenaires techniques et financiers. Les autorités de la BCEAO ont adopté des politiques fortes visant l'inclusion financière des populations à travers la stratégie régionale d'inclusion financière dont l'axe 2 est relatif à l'assainissement et au renforcement du secteur de la microfinance. La microfinance, un secteur qui monte en puissance, un levier essentiel pour la réalisation des objectifs de développement. La microfinance joue un rôle crucial dans l'inclusion financière, en offrant des services financiers accessibles aux populations à faible revenu et aux entrepreneurs de petite taille. Elle constitue un outil puissant pour réduire la pauvreté, créer des emplois, soutenir l'entrepreneuriat local et promouvoir l'autonomisation économique des femmes, mais surtout le potentiel entrepreneurial des jeunes. Nous sommes une institution de microfinance. Nous offrons des services de crédit, d'accompagnement, de conseil et aussi des services d'épargne, mais aussi beaucoup de services à valeur ajoutée que nous faisons en local. Ce chèque aujourd'hui est un financement qui permet à notre institution de lever encore le niveau pour des entreprises locales qui ont contribué au développement local, notamment en employant beaucoup de jeunes, mais aussi en créant plus de valeur pour plus de personnes. Des personnes à faible revenu dont l'accès aux services financiers décentralisés pose problème dans un contexte de finances digitales. Cette session s'annonce comme un moment décisif pour passer en revue les problématiques essentielles du secteur de la microfinance et poser les jalons de son développement harmonieux et maîtrisé. Autre rencontre, la cérémonie de restitution de la stratégie nationale des données du Sénégal, une rencontre organisée avec le soutien de la GIZ en cadre réglementaire, désormais une priorité pour la protection des données. La transition numérique est également une priorité dans la coopération UE-Sénégal. Ramatadem. La transition numérique est pour la jeunesse sénégalaise une source infinie d'innovation, de formation, d'éducation, d'auto-emploi et d'entrepreneuriat. Mais tout ceci nécessite un encadrement. La coopération allemande, elle, soutient la stratégie nationale des données du Sénégal. L'économie des données offre de grandes opportunités, spécifiquement dans la création des emplois, des centres pour vraiment les jeunes et un soutien pour une innovation ouverte et à travers des PME et des startups. La stratégie nationale des données est essentielle pour mettre en place un cadre propice aux investissements privés et aux partenariats privés-publics. Notre pays l'a bien compris. Aujourd'hui, le Sénégal est bien en avance. Et pour information, ça fait la 3e initiative que le Sénégal a accomplie. Ils ont commencé par la stratégie des broadband, la grande bande passante 2025. On a attaqué protection des données personnelles avec CNDP. Là encore, la stratégie nationale du numérique dont le Sénégal est à féliciter. Car, on dit bien, Smart Africa, c'est une coalition de bonne volonté. Il y a des pays jusqu'à présent qui sont à leur premier projet. La sécurisation de toutes ces données est le mot-clé pour un bon déroulement de la stratégie nationale. Donc, en veillant à ce que les données soient accessibles, oui, et réutilisables par tous les acteurs pertinents, nous favorisons un écosystème numérique dynamique et inclusif. Donc aujourd'hui, nous nous engageons à exploiter intelligemment les données tout en préservant leur sécurité et leur intégrité. La stratégie des données que nous réceptionnons aujourd'hui s'appuie sur les principes fondamentaux, tels que la protection surtout de la vie privée, la transparence et l'équité. Il faut donc un cadre de gouvernance approprié pour assurer une gestion efficace et responsable des données, pour permettre à tous les citoyens d'accéder aux opportunités qu'offre le numérique. Cette information survenue ce vendredi, Ousmane Sonko, arrêté par la gendarmerie nationale, le leader de PASTEF, est entre les mains de la justice. Nous suivons cette affaire pour de plus amples informations.
À la suite donc de cette arrestation, le procureur de la République a sorti un communiqué. Depuis un certain temps, il a été relevé à l'encontre de M. Ousmane Sonko des actes, déclarations, écrits, images et manœuvres sur plusieurs supports et en diverses circonstances, ces éléments, outre les lourdes conséquences sur l'ordre public, l'intégralité des personnes et des biens sont constitutifs de faits pénalement répréhensibles. Aussi, ce jour, dans l'après-midi, il a volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme dont le véhicule était tombé en panne aux abords de son domicile et a aussitôt appelé le peuple par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux à se tenir prêt. Ainsi, ai-je instruit la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar d'ouvrir à son délai une enquête exhaustive pour divers chefs de délit de crimes à son encontre et de toutes autres personnes impliquées. Dakar, le 28 juillet 2023, le procureur de la République. Cérémonie de clôture nationale du projet USAID Passerelle au ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit d'un appui dans l'amélioration de l'accès à l'éducation de qualité et au maintien dans le système éducatif des garçons et des filles de 6 à 19 ans. Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou sont les régions ciblées. C'est un reportage d'Awanyai. Le projet USAID Passerelle collabore avec les communautés pour déterminer les offres en matière d'éducation. Les écoles communautaires de base, les daras communautaires, sont concernées. Il permet d'inscrire à l'école un nombre maximum d'enfants actuellement hors de l'école, mais aussi de préparer les jeunes à l'auto-emploi. À travers le projet USAID Passerelle, 18 000 enfants ont reçu l'accès à une base d'éducation de qualité qui est vraiment importante pour leur éducation et leur avenir. Je voudrais terminer avec l'encouragement au ministère de l'Éducation à continuer à appuyer spécifiquement l'éducation inclusive, incluant l'éducation pour les enfants ayant des handicaps. Ça, c'est aussi une priorité pour USAID de soutenir l'éducation inclusive. Le projet USAID Passerelle fait la promotion d'un environnement scolaire de qualité, sécurisé et inclusif. Il permet de créer de meilleures conditions d'apprentissage en améliorant la qualité de l'enseignement. Le projet USAID Passerelle est une intervention qui s'est déroulée au niveau de la zone sud et est, avec les 3 régions de la Casamance, mais aussi avec Kédougou au niveau de la région est. Donc c'est un projet qui avait un objectif d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans l'amélioration de la qualité de l'éducation à travers une stratégie qui permettait déjà d'identifier les enfants qui sont hors système, mais aussi d'accompagner la qualité pour ceux qui sont déjà dans le système à travers les performances scolaires. Pour dire que c'est selon 2 modalités que ce projet s'est exécuté, au niveau du formel, mais aussi au niveau du non formel. Le projet fournit une assistance technique à travers la formation pour le renforcement des capacités des enseignants et des autorités décentralisées pour la mise en œuvre des interventions. La construction des infrastructures d'éducation pour faciliter l'accès aux personnes ayant un handicap est aussi une des stratégies d'intervention. Le laboratoire de recherche sur institutions et la croissance LINC de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en collaboration avec l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, ont organisé une conférence sous la présidence du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Objectif partager les résultats de leur recherche sur la classe moyenne féminine. C'est un compte-rendu de Ndaïkou Madiaye. La difficulté d'accès à des services de garde d'enfants adaptés est au cœur de la problématique du temps que les femmes consacrent aux travaux domestiques, y compris quand elles sont sur leur lieu de travail. Face à cette situation, permettre aux femmes de libérer le temps nécessaire pour leur insertion, leur promotion et leur leadership dans le monde du travail devient une nécessité. Les recherches se sont axées sur le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.
Nous savons tous que l'autonomisation des femmes, objectif prioritaire et transversal, décliné à travers le plan Sénégal émergent, le référentiel national en matière de politique et développement économique et social, nécessite la levée de toute contrainte pouvant empêcher aux femmes d'évoluer et de s'épanouir sur le plan professionnel. Travail très souvent non rémunéré, la garde d'enfants relève le plus souvent des femmes, ce qui peut leur causer des difficultés dans l'organisation de leur vie professionnelle. Conscient de cela, le gouvernement a, dans le cadre de sa politique de développement intégré de la petite enfance, DIPE, fait l'offre de services de garde d'enfants une préoccupation majeure. Les femmes ont de fortes potentialités en matière de contribution à la création de richesses. Mais comparées aux hommes, elles sont désavantagées face aux opportunités d'emploi. Au Sénégal, par exemple, la surcharge de travail domestique prive beaucoup de femmes de l'accès au marché du travail et entrave leur progression dans le milieu du travail. Pour le cas du Sénégal, ce que nous avons pu observer, c'est que l'offre est relativement faible. C'est à peu près 17% de l'accord 0,6 ans qui ont accès à ce service. La conséquence, vous le devinez, c'est que les femmes auront de plus en plus de mal à accéder au marché du travail. Vous avez une équipe qui a travaillé sur l'arbitrage justement entre le choix cornélien que les femmes font entre garder les enfants, rester à la maison ou aller travailler. Et ce qu'il en ressort, c'est que vous avez des scénarios où les femmes se retirent volontairement du milieu professionnel pour prendre soin de leurs enfants. Nous avons également mis en évidence le fait que les programmes d'investissement qui ont été mis en place dans nos pays, au Sénégal, la déclinaison c'est le PICE, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, vous avez d'autres déclinaisons, mais ces programmes ont permis d'augmenter le rythme de croissance. À l'issue de cette conférence, des recommandations ont été faites. Toutes les parties prenantes se sont engagées à promouvoir l'autonomisation des femmes dans le secteur de garde d'enfants en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sénégal. Orange Money et MyXline Sénégal ont procédé à une signature de contrat de partenariat ce jeudi à Dakar. Ce nouveau partenariat va permettre aux usagers de payer leurs factures MyXline via Orange Money. Les précisions de Amadou Diallo. Les clients de MyXline Sénégal vont désormais payer leurs factures de manière simple, accessible et sécurisée grâce à Orange Money. Ce nouveau partenariat est un ouf de soulagement pour les usagers. Cette collaboration entre Maes et Orange Money, c'est un ouf de soulagement pour tous les clients, les transitaires et les transporteurs. Surtout pour la sécurité de nos employés qui passaient la nuit à la banque pour pouvoir payer. Surtout également pour la sécurité des montants faramineux qu'on donnait également à nos employés pour pouvoir payer. Mais également pour la sérénité des opérations, vraiment c'est un ouf de soulagement pour tous les transitaires et pour tous les commerçants également. MyXline est une société de transport et logistique de conteneurs. Elle est également la première compagnie maritime et le plus grand armateur de porte-conteneurs du monde. Et cette collaboration avec Orange Money vient couronner leur dispositif digital. La digitalisation de nos paiements via le service Orange Money, c'est un grand jour pour nous parce que Maersk est très porté technologie, très porté service en ligne. Online services. Donc, on a toujours été les pionniers pour ces activités. Quand on regarde la façon d'optimiser les activités de nos organisations, faciliter la vie à nos collègues et surtout à nos clients, leur donner le choix, leur donner la possibilité également de simplifier leur activité. Fidèle à sa réputation d'accessibilité, de sécurité et d'inclusion, Orange Money se félicite de sa collaboration avec MyXline. Maersk, qui a vraiment ce souci du client et du confort des clients, a demandé à travailler avec nous. Et ils ont fait confiance à Orange Money pour les accompagner à créer cette solution-là qui permet à ces gens qui parfois venaient ici à 4 h du matin et qui faisaient la queue toute la journée parfois, avec des risques d'agression, des risques de sécurité, de pouvoir maintenant vraiment payer. C'est un point de compétitivité pour le Sénégal. On sait que le port du Sénégal, c'est le port de la sous-région.
c'est un port qui ouvre vers tous les autres pays. Moxline Sénégal développe ainsi son offre de paiement de services grâce à Orange Money, ce qui est un pas de plus vers l'accélération de l'inclusion financière au Sénégal. En sport, le Sénégal a gagné son premier match de poule aux Jeux de la francophonie. Les Lions U25 du basket se sont imposés devant le Bénin 92-29, soit plus de 60 points d'écart. Ce jeudi, la rencontre s'est jouée au stade des Martyrs de Kinshasa en RDC. Envoyés spéciaux, Moussa Ndiaye, Thierno Diallo. Arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi dans la capitale congolaise, la délégation sénégalaise a été accueillie par l'ambassadeur du Sénégal à Kinshasa. On reçoit aujourd'hui nos compatriotes sénégalais et pour leur dire ñu egsi ci jàmm et qu'ils sachent qu'on est fin prêt pour les mettre dans les bonnes conditions comme d'habitude et que le Sénégal participe dignement à ces Jeux. Nous sommes arrivés avec un total de près de 165 personnes, dont 103 athlètes et artistes. Une bonne partie de la délégation va résider au village des Jeux, à l'université de Kinshasa. Et le reste des officiels logeront dans les hôtels et autres. Premier jour de compétition, il n'y avait pas match entre le Sénégal et le Bénin. Les Lions ont survolé la rencontre face aux Amazones. Une victoire sans appel 92-29. Elles ont fait le travail, donc c'était un match important pour nous parce qu'on est dans une poule de 4 où il y aura 3 qui seront qualifiés, mais nous ce qu'on recherche, c'est la première place. Donc il fallait gagner ce match-là pour bien se positionner. Sur le parquet, le pivot Biguessar s'est illustré, meilleure marqueuse avec 24 points. La nouvelle recrue de la SIG Strasbourg Ligue 2 en France a permis au Sénégal de laminer le Bénin de 63 points d'écart. Le Sénégal, c'est une grande nation du basketball. Et elle a dicté sa loi et c'est tout à fait normal. Mais nous aussi, nous sommes en train d'apprendre et nous allons revenir très fort, nous allons surprendre. Personne ne peut rester au niveau international très longtemps. Le Sénégal doit jouer ce vendredi son deuxième match de poule face à Haïti. Les Lions sont donc qualifiés pour la suite après leur succès devant le Bénin. Après Kinshasa, direction Kigali au Rwanda, où nous retrouvons notre correspondant Elachi Thierno Dramé. Bonsoir Thierno, vous êtes donc notre envoyé spécial à Kigali. Que peut-on retenir de la première journée de l'Afro-Basket ? Bonsoir Anne-Marie, merci. Nous sommes effectivement à Kigali où donc a démarré l'Afro-Basket. Aujourd'hui, il y a 4 matchs qui se sont joués, hein, et le 4e d'ailleurs est toujours en cours puisqu'il oppose le Cameroun au Mozambique. Et sachez que pour l'instant, c'est le Cameroun qui mène face au Mozambique. Mais plutôt dans la journée, le Nigeria, champion en titre, a effectué sa première sortie face à la RDC. Une sortie victorieuse. Ensuite, le groupe qui nous intéresse, c'est le groupe du Sénégal, avec le premier match entre le Mali et l'Ouganda. Les Maliennes se sont là aussi imposées face à l'Ouganda 80-66. Après ça, il y a eu la cérémonie d'ouverture, une cérémonie plutôt sobre, hein, avec quelques prestations d'artistes et la présentation des 12 équipes qui prennent part à cette compétition. Ça a duré environ 10 minutes, hein, pas plus, et c'était très sobre avant justement le match du Rwanda, pays organisateur, qui a donc battu la Côte d'Ivoire. Le Rwanda, qui je le rappelle, est entraîné par Cheikh Sarr, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Alors pour les Lions, retenez que demain, elles vont entrer en lice à 16h GMT face à l'Ouganda. Mais avant cela, elles vont s'entraîner à 9h, heure locale. 9h heure locale, donc 7h du matin à Dakar, au lycée de Kigali, pour une dernière séance avant donc d'affronter les Gazelles de l'Ouganda à 16h GMT en direct et en exclusivité sur RTS. Thierno, Aya Traoré a été laissé au repos hier. Quelles sont les dernières nouvelles concernant la capitaine des Lions, Thierno?
Ça va, il n'y a pas de problème. Elle se porte très bien. Je pense qu'elle a été laissée au repos juste au lendemain du match contre la RDC. C'est un peu normal. Mais sinon, elle a effectué toute la préparation sans problème. Idem pour d'autres. Je pense que pour l'instant, le seul changement, c'est évidemment la sortie de Fatkine Silla qui a quitté le groupe puisqu'elle a été blessée et a été remplacée par Madi Gensen. Mais pour le reste, le groupe se porte plutôt bien. L'équipe est complète. On n'a pas de nouvelles de l'infirmerie. Donc on considère que demain, Inch'Allah, elles seront toutes là. Mais de toute façon, à la séance d'entraînement, on verra comment elles se comportent. Mais pour l'instant, RAS. Voilà, Elachir Nodramé en direct de Kigali au Rwanda. Sport toujours, accord entre Al Nassr et Bayern de Munich pour le transfert de Sadio Mané en Arabie Saoudite. L'info est annoncée ce vendredi par la presse. En judo, le Sénégal classé 3e au championnat d'Afrique cadet et junior de Madagascar avec à la clé 2 médailles d'or. On parle de tout cela dans Actu Sport Express avec Ibrahim Mbouba. Beaucoup de confrères de la presse internationale et nationale l'ont annoncé aujourd'hui. Le Bayern de Munich et Al Nassr sont tombés d'accord pour le transfert de Sadio Mané. Le Sénégalais est actuellement en tournée de pré-saison avec les Bavarois au Japon. Il devrait passer sa visite médicale ce dimanche et signer un contrat de 4 ans avec Al Nassr. L'hymne du Sénégal a retenti au championnat d'Afrique cadet et junior de judo à Madagascar. Oumar Mbalo est médaillé d'or dans la catégorie des moins de 60 kg. Yassine Diba monte sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des plus de 78 kg. Le Sénégal termine à la 3e place du classement. La 28e édition de l'Afrobasket féminin a démarré ce matin à Kigali, au Rwanda. En match d'ouverture, le Nigeria a dominé la République démocratique du Congo, 69-35, 34 points d'écart. Les 10 Tigers du Nigeria ont remporté les 3 dernières éditions de l'Afrobasket. Coupe du monde féminine, l'Afrique du Sud laisse filer une belle victoire qui se dessinait. Les Banyana ont mené au score 2-0 devant l'Argentine jusqu'à la 74e minute. Elles ont ensuite craqué, permettant à l'Albi-Céleste d'égaliser. Score final, 2 buts partout. Retour à Saint-Pétersbourg où le président Macky Sall a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet Russie-Afrique. L'entretien a porté sur les relations d'amitié et de coopération que les deux chefs d'État entendent renforcer. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien après ce journal. Les rideaux sont donc tombés sur le 2e sommet Russie-Afrique. La déclaration finale porte sur plusieurs points, des points qui s'articulent autour des volets stratégiques entre la Russie et l'Afrique, l'importation des céréales avec le conflit qui sévit entre la Russie et l'Ukraine. En termes de perspective, l'Afrique entend beaucoup gagner de cette coopération, nous dit notre envoyé spécial Ibrahim Ndonga. Le symbole d'une coopération prometteuse, l'image d'une collaboration fructueuse. Main à main, la Russie et l'Afrique signent un contrat dont les termes dépassent celui d'un bail amphithéotique. Après 2 jours de rencontres marqués par plusieurs activités, les rideaux sont finalement tombés sur le 2e sommet Russe-Afrique. C'est le début d'une nouvelle histoire. Il a été prévu d'instaurer un nouveau mécanisme permanent russo-africain pour coordonner nos décisions dans la sécurité et de prendre des décisions en matière de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, pour parler de la suffisance alimentaire, des technologies d'information, le non-déploiement des armes dans l'espace et le changement climatique. Il est à noter que nos partenaires africains ont exprimé beaucoup d'idées très utiles et très constructives. Et bien évidemment, nous allons en tenir compte. Cette résolution finale a permis à Vladimir Poutine de revenir sur les volets stratégiques de la coopération, l'occasion aussi de réaffirmer la volonté de la Russie d'accompagner les pays du continent africain. Nous allons vous aider à développer l'énergie pour satisfaire les besoins des économies des pays africains, satisfaire les besoins en hydrocarbures et en capacité de la production d'électricité. Il s'agit non seulement des sources d'énergie traditionnelles, mais aussi des sources d'innovation qui sont mises en œuvre par notre société Rosatom.
le plan d'action et toute une série d'autres accords prévoient d'approfondir la coopération industrielle, de mettre sur pied des projets dans le domaine d'information et de communication. Notamment, nos entreprises sont prêtes à fournir à nos amis africains des technologies appliquées dans de tels domaines comme la gestion étatique, les secteurs bancaires et autres secteurs d'économie. Lors du sommet, nous avons constaté qu'il faut booster les échanges culturels et scientifiques, éducatifs, sportifs, touristiques, les échanges entre la jeunesse et les échanges humanitaires. Cette déclaration conjointe a été une occasion pour le président de l'Union africaine de parler de perspectives. Lors de ce sommet, on a dit qu'il faut mettre en place un mécanisme qui fasse en sorte que le prochain sommet qui aura lieu, on fasse le point de ce qui a été fait, qui n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait, voir comment corriger. On a montré les potentialités dont dispose l'Afrique. Et que c'est le moment effectivement de les capitaliser dans l'intérêt de l'Afrique et de notre partenaire, la Russie. C'est-à-dire, comment faire en sorte que maintenant, les potentialités, on les industrialise, on les transforme pour essayer d'exporter un produit fini avec une valeur ajoutée. Sur un autre point, le président des Comores a abordé le point relatif au conflit entre la Russie et l'Ukraine, non sans évoquer le retrait de la Russie de l'accord sur les céréales et la nécessité de trouver une solution à ces situations. On a abordé la question des céréales et des grains. De ce côté-là, le président il a montré sa disponibilité, la Russie, à aider l'Afrique, même gratuitement. Mais le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, il y a des aléas, il y a des gens qui font tout pour essayer de bloquer ça. Donc là, on va voir avec ces gens-là comment on peut discuter pour essayer d'alléger. Après 2 jours d'échange et de partage, c'est un nouveau chrono qui commence dans les relations entre la Russie et le continent africain. Retour sur cette information, Ousmane Sonko, arrêté par la gendarmerie nationale. Le leader de PASTEF est entre les mains de la justice. Nous suivons cette affaire pour de plus amples informations. Suite à cette arrestation, le procureur de la République a sorti un communiqué. Depuis un certain temps, il a été relevé à l'encontre de M. Ousmane Sonko, des actes, déclarations, écrits, images et manœuvres sur plusieurs supports et en diverses circonstances. Ces éléments, outre les lourdes conséquences sur l'ordre public, l'intégralité des personnes et des biens sont constitutifs de faits pénalement répréhensibles. Aussi, ce jour, dans l'après-midi, il a volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme dont le véhicule était tombé en panne aux abords de son domicile et a aussitôt appelé le peuple par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux à se tenir prêt. Ainsi, ai-je instruit la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar d'ouvrir sans délai une enquête exhaustive pour divers chefs de délits et crimes à son encontre et de toute autre personne impliquée. 28 juillet 2023, le procureur de la République. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à tous. Bienvenue au bulletin d'information hydrologique de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La situation hydrologique au 27 juillet 2023 au niveau des principales stations du bassin du fleuve Sénégal se présente comme suit. Pour les stations sur l'affluent principal à Manantali, en amont du barrage au Mali, le niveau de l'eau dans la retenue est à la cote 194,75 m IGN